Bonsoir, aujourd'hui, jeudi 24 juillet, bienvenue à l'émission Le Panel. Alors que l'école prétend être un lieu d'apprentissage, n'est-elle pas devenue un laboratoire idéologique? Derrière le nouveau cours CCQ qui banalise l'hypersexualisation et la confusion des repères, se cachent des dérives troublantes, promotion du wokisme, occultation parentale, pamphlets pour adultes remis à des enfants. Ce soir, nous levons le voile sur un scandale éducatif qui inquiète de plus en plus de parents. Nos enfants ne sont plus simplement éduqués à lire, écrire et compter. Ils sont aujourd'hui invités à explorer, à essayer, se questionner, même à se dissocier de leur identité dès leur plus jeune âge, souvent sans que les parents n'en soient malheureusement informés. Au Québec, ce conditionnement idéologique s'infiltre désormais à travers le cours CCQ, Culture et citoyenneté québécoise, dont la prétendue visée inclusive ouvre la porte à des contenus dérangeants et inadaptés. Le Comité des sages a déposé un rapport qui se veut soi-disant rassurant, mais que dénote-t-il vraiment ce rapport? Pourquoi les écoles semblent-elles complices d'un système qui marginalise les parents? Et comment des enfants peuvent-ils légalement engager des transitions majeures sans l'avis de ceux qui sont censés les protéger? Ce soir, bienvenue à une émission qui expose, une émission qui dérange et qui défend l'innocence de nos enfants. Le nouveau cours CCQ, désormais obligatoire, intègre des contenus d'éducation à la sexualité et d'identité de genre dès le primaire. Derrière l'objectif affiché d'inclusion, plusieurs parents s'inquiètent d'une sexualisation précoce et d'une confusion idéologique imposée à des enfants beaucoup trop jeunes. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que l'on regarde ensemble les grandes lignes ce soir de ce programme. Je commencerai probablement avec Jean-Léon. Jean-Léon, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans le contenu du cours CCQ et qu'est-ce qui soulève tant la préoccupation chez les parents? Il y a beaucoup de choses dans le cours CCQ. Nous, c'est vraiment la partie éducation sexuelle qui est problématique pour nous. C'est une continuité. Ça fait longtemps qu'on a un cours d'éducation sexuelle au Québec. Je pourrais peut-être faire un petit historique de comment c'est paru. On se rappelle que dans les années 80, c'est là qu'est paru le cours. Au départ, il y avait toute une révolution qui se faisait à partir de ce moment-là sur la conception de l'amour, de la responsabilité. Et on entrait dans ce que maintenant on développe et ce que les professeurs de sexologie enseignent maintenant, qui est une formation à la carrière sexuelle. On est en plein dans ça, que ce soit pour avoir ce qu'ils appellent le polyamour, qui est enseigné, qui n'est pas de l'amour, une préparation même à la prostitution, dans le fond, dans ce qui est préparé. Dans ce qui est présenté. Polyamour, qui, soit dit en passant, est légal au Canada. Est légal et qui est enseigné. Et même le protecteur de l'élève, quand les parents font une plainte, moi je l'ai fait, parce qu'on a enseigné à mon enfant qu'il pouvait, il avait 13 ans, on lui a enseigné qu'il pouvait former un couple jusqu'à 6 personnes et former une communauté de vie sexuelle à 30. Donc, en fait, à 13 ans, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec toute la classe ensemble. Et c'est quand je me suis plaint de ça, le protecteur de l'élève m'a dit non, c'est l'enseignement qui est voulu par le gouvernement. C'est normal d'enseigner le polyamour dans les classes. Ça fait partie de l'enseignement qui doit être donné à l'enfant. Donc, on est très, très loin d'une éducation à l'amour, à la responsabilité, à la chasteté. C'est des notions qui sont complètement absentes. Puis, ça date de loin. Dans les années 90, il y avait Jocelyne Robert, on en a entendu parler dernièrement, qui avait commencé à faire des livres sur la sexualité. Nous, on l'a confronté parce qu'on allait dans toutes les écoles. On avait un groupe qui s'appelait Chasteté, le Défi 96. On était là tous les ans pour aller dans toutes les écoles du Canada, un peu comme le fait le GRI maintenant. Et on allait parler aux élèves. Déjà, il y avait 10 ans de cours d'éducation sexuelle qui étaient passés. Et on leur parlait de la responsabilité et de l'amour. Et les élèves, le premier commentaire qu'on recevait dans toutes les écoles, on rencontrait des gens au secondaire et au cégep, pas au primaire, c'est trop jeune, on nous disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais parlé de ça? Ce qu'on enseignait, c'était une sexualité mécanique, c'était la protection contre les MTS. Et on est allé en débat avec Jocelyne Robert à ce moment-là, et on l'a, pardonnez-moi, mais on l'a complètement bouché. Elle était tellement étonnée de ce qu'on apportait. Et le livre suivant qu'elle a écrit s'intitulait « Parlez-leur d'amour et de sexualité ». Donc, il y avait une étape qu'on avait éveillée chez elle, justement, sur la question de l'importance des sentiments chez les enfants. Et toute l'expertise qu'on a sur la chasteté, sur l'humanité, la responsabilité, je m'excuse de le dire, les sexologues ne l'ont pas.
Mais je trouve ça bien que vous le mentionniez, Jean-Léon, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu, on a donné une conférence au début du mois de juin, à Montréal, et qui s'appelait Dire entre les lignes. On avait reçu Héloïse Bois qui a donné une conférence sur le cours d'éducation à la sexualité. Et dans le cadre de cette conférence-là, elle avait démontré quelques images d'un document. Et c'est un document qui circule dans certaines écoles, plusieurs écoles au Québec. Et c'est un document qui, d'entrée de jeu, dit « Ce guide contient des renseignements de nature sexuellement explicite. Il est destiné à un public adulte. » Donc, c'est un document qui est destiné à un public adulte, mais qu'on donne à un enfant. Et l'enfant qui l'a reçu, en l'occurrence, on va l'entendre dans le témoignage ultérieurement, c'est un enfant de 12-13 ans qui a reçu ce document-là. Et c'est assez alarmant ce qu'on retrouve dans le document en question. Ce qu'on utilise, évidemment, dans ce cours-là, c'est la protection contre les maladies transmises sexuellement. Mais le langage qui est utilisé, c'est un langage qui est assez direct. Doigter et tâter, masturbation mutuelle, passer un doigt, se faire passer un doigt. Je vous rapporterai à votre attention que c'est donné ça à un jeune de 12-13 ans là, dans une école du Québec. Et c'est assez alarmant, mais ça ne s'arrête pas là. Si vous pensez que ça s'arrêtait là, ça ne s'arrête pas là. On dit recevoir un cunilingus, puis on donne la définition d'un cunilingus, sexe oral, se faire lécher. Pour réduire votre risque, faire un cunilingus, recevoir un cunilingus. On va même jusqu'à recevoir une fellation et dans la description de recevoir une fellation, c'est sexe oral, se faire sucer, se faire une pipe. Donc, vous voyez, c'est des termes qui sont extrêmement choquants. Et ce soir, je veux vraiment exposer le cours ou le contenu de certaines choses dans le cours. Mais écoutez, c'est pas tout. Il y en a un que j'ai appris, je ne savais même pas que ça existait, ce terme-là. Faire et recevoir un anulingus. Alors, regardez la définition qu'on donne à un jeune de 12-13 ans. Bouffer le cul. Rimming. C'est assez explicite. Après ça, on parle de pénétration pénis-vagin plus tard. Mais je vais attirer votre attention non seulement à ça, parce que ce document-là va vraiment loin dedans. Je ne veux pas tout vous lire, mais je veux juste me référer à la dernière page où on parle de drogue. Oui, on parle de drogue. Et je veux juste vous emmener à l'endroit où avant de parler de drogue, juste réitérer avant sur ce que Jean-Léon disait. Utilisez un condom neuf avec chaque partenaire pour des relations anales ou vaginales. Puis après ça, on parle d'utiliser des drogues pendant le sexe. Ça nous dit ici, certaines personnes utilisent des drogues pendant le sexe. Les drogues peuvent rehausser le plaisir sexuel, mais elles tendent aussi à réduire les inhibitions de sorte qu'il est plus facile de faire des choix que l'on ne ferait pas habituellement. Voici les mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques de transmettre le VIH ou l'hépatite C si vous utilisez de la drogue. Si vous sniffez, utilisez votre propre paille ou autre article pour l'inhalation. Si vous fumez de la drogue telle le cristal, le meth, évitez de partager votre pipe. Si vous vous injectez, évitez de partager du matériel, y compris les seringues, les filtres, les Securicops, les acidifiants, les tampons d'alcool, les garrots et l'eau. Ça, là, je vous rappellerai que ce document-là a été donné à un jeune de 12-13 ans dans une des écoles du Québec. Et Héloïse a fait allusion lors de sa conférence au mois de juin à ce document-là en nous montrant des photos. Là, je vous ai montré l'écrit. Mais des photos d'animaux qui sont très explicites, où on comprend le sens derrière ce qu'on essaie de véhiculer à travers ce cours-là. Jean-Léon, qui a conçu ce cours et comment expliquer que ce cours contienne autant de références précoces à l'identité de genre, à la diversité sexuelle et au comportement sexuel exploratoire dès le primaire? Bien, c'est sûr, c'est un cours qui est international, qui a été fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, qui ont demandé un peu partout à ce que ce soit imposé. Puis c'est assez particulier parce qu'au Québec, ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui a imposé ce cours-là. Les informations qu'on a, c'est que c'est le ministère de la Justice, donc Simon Jolin Barrette, qui a apporté ce cours-là. Pourquoi ce n'est pas passé par le ministère de l'Éducation, on ne sait pas. Mais ça montre justement que les couloirs, normalement, de réflexion qui auraient dû se faire au ministère de l'Éducation ont été court-circuités et que ça a été une demande qui a été imposée de cette façon-là. Mm-hmm. Alors, c'est ça, c'est un petit peu partout la même chose qui est enseignée. On fait les mêmes combats, que ce soit en France, ici, en Angleterre, aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont un peu mieux protégés maintenant. Il y a des avancées qui ont été faites, en Angleterre aussi, en France, mais le combat est là partout. Puis on a des gens qui sont préparés depuis, des lobbies qui travaillent depuis des décennies. Alors on a du rattrapage à faire de ce côté-là.
Est-ce qu'on a mis en place des mécanismes de consultation publique et de dialogue réel avec les parents avant d'imposer ce programme-là? Non, non, non. À ma connaissance, jamais on aurait consulté les parents sur un programme comme ça. S'ils voulaient avoir la difficulté, la première chose à faire, c'était de consulter les parents. Jamais on a reçu, autant à notre organisme Ensemble pour protéger nos enfants, à l'Association des parents catholiques, de demandes du gouvernement pour nous consulter sur ces enseignements-là. Jean-Léon, est-ce que le CCQ ne serait-il pas une façade éducative qui cacherait une opération de reprogrammation idéologique qui vise nos enfants? Clairement, et pour moi, c'est très problématique parce que le Québec est à l'avant des autres provinces. On sait que les autres provinces ont commencé à protéger les enfants, à reconnaître de façon plus forte les droits des parents, qui sont des droits humains fondamentaux. Le Québec a pris la voie contraire. On est peut-être la seule province au Canada qui a un régime pédagogique unique. Ça, c'est un régime qu'on voit dans les pays totalitaires. C'est-à-dire, il y a un seul programme imposé par le gouvernement. Toutes les écoles privées ou publiques, il n'y a aucune école qui peut déroger au programme imposé par le gouvernement pour former un citoyen tel que le désire le gouvernement du Québec. Ça me fait penser, quand je pense à ça, à la phrase de Mathieu Bock-Côté, « Un totalitarisme sans goulag ». On est dedans. On est dedans. C'est impensable de ne pas avoir de liberté éducative comme on a au Québec. C'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible de retirer notre enfant de ce cours-là. Ah non, non. Puis, on va le voir avec le rapport du comité de sages. On pourra en parler tantôt peut-être, mais c'est ça. Il rappelle, il demande l'obligation. Il rappelle l'obligation, il demande que ce soit imposé, il demande que les directions d'école aient plus de pouvoir pour contrôler les parents, et il demande que s'il y a un soupçon d'hostilité de la part des parents, qu'on n'hésite pas à envoyer la DPJ aux parents. Est-ce que derrière ce programme, on ne chercherait pas à couper délibérément le lien de confiance entre les parents et leurs enfants en laissant croire à l'enfant qu'il peut se redéfinir sans en parler à ses parents? Bien, dès qu'on présente à l'enfant, et ça, dans la discussion entre les parents et la direction d'école, l'enfant le voit. On dit aux enfants en classe qu'on ne mentionne pas, qu'on ne donne pas l'agenda scolaire aux parents, qu'on ne donne pas... Il y a des manuels scolaires. C'est le seul manuel que l'enfant n'a pas le droit de rapporter à la maison parce que les parents ne doivent pas le voir. Donc, on est en train, et j'ai entendu des témoignages de psychologues qui m'ont parlé de la nocivité, d'implanter la méfiance de l'enfant envers ses parents. On attaque directement le lien de confiance entre le parent et l'élève en disant que l'école ou le gouvernement connaît le mieux l'intérêt de l'enfant. Je m'excuse, mais à travers l'histoire, c'est toujours les parents qui ont eu le droit de transmettre leur éducation et qui sont prêts à donner leur vie pour protéger l'intérêt de l'enfant. C'est un droit fondamental reconnu par toutes les chartes internationales. C'est le parent qui défend l'intérêt de l'enfant. Et quand au Québec, on est à peu près le seul État au monde qui a retiré la protection de l'enfant à partir de 14 ans. À partir de 14 ans, un enfant peut donner ses organes, peut avoir un avortement, tout ça sans que le parent le sache, peut changer de genre, et après ça, à 16 ans, avoir une mastectomie sans que le parent soit au courant. Mais je m'excuse, on n'a pas protégé l'intérêt de l'enfant. Ce qu'on a fait, on a enlevé la protection de l'enfant en enlevant le droit de regard des parents. On lui a enlevé celui qui pouvait protéger l'enfant. Parfois, ce ne sont pas les gros titres qui révèlent les dérives, mais les histoires vécues, celles qui frappent au cœur. Ce soir, nous accueillons Élodie, une mère nouvellement arrivée au Québec qui a découvert, un jour du mois d'avril, un pamphlet à caractère sexuel glissé dans le sac de son fils. Un document clairement réservé à un public adulte. S'en est suivi une rencontre avec la direction scolaire où les faits ont d'abord été minimisés puis justifiés en évoquant l'exposition des enfants aux réseaux sociaux. Élodie a choisi de briser le silence. À travers son témoignage, c'est la voix de bien des parents qu'elle porte. Ceux qui s'interrogent, ceux qui s'indignent et ceux qui n'osent pas parler. Avec elle, nous ouvrons une page essentielle de cette émission, celle du terrain, du vécu et du courage de dire non. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Vraiment content que vous ayez accepté notre invitation à être avec nous ce soir à l'émission Le Panel pour nous raconter un peu le témoignage de ce que vous avez vécu. Pouvez-vous, Élodie, revenir sur ce que vous avez découvert dans le sac de votre fils au mois d'avril dernier? Oui, donc c'est une découverte fortuite. On ne fouille pas régulièrement son sac d'école, mais là c'était, on va dire, peut-être le destin.
il s'est trouvé que, donc, par hasard, au fond de son sac, il y avait un petit pamphlet, un petit livret sombre qui était intitulé Guide pour une vie sexuelle plus sécuritaire. Donc moi j'étais déjà au courant de l'implantation du programme CCQ Mhm. au sein des écoles, programme obligatoire depuis la rentrée, je crois. Donc je connaissais un petit peu le contenu de ce programme, notamment donc certains cours qui étaient comment dire inclus dans les différentes disciplines traditionnelles, on va dire, de l'école, les différentes matières comme les sciences, mathématiques ou autres. Et puis donc le sujet était abordé, le sujet sur la sexualité et l'acceptation des différentes sexualités qui existent auprès des jeunes. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce document-là? C'est quand même un document assez volumineux. On parle de tout près de 48 pages dans ce document. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui vous a frappé? Puis qu'est-ce qui vous a même peut-être choqué? Sachant que j'étais attentive à ce programme, je l'ai ouvert. J'aurais pu effectivement le laisser dans le sac et puis ne pas en prendre connaissance. Ce qui m'a choqué, donc au début, je vois que c'est à destination des enfants. Il y a différentes choses, des destinations des jeunes, différentes choses qui le montrent. Ce sont des dessins d'animaux qui orientent plutôt vers un public jeune plutôt qu'un public adulte. Et puis donc au fur et à mesure des pages, au début c'est assez normal, on va dire ça fait partie du programme traditionnel de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles, ce qu'on connaît, ce à quoi nous on a été exposés plus jeunes. Et puis au fur et à mesure, donc on parle d'embrasser, puis il commence à avoir des termes un petit peu particuliers, Frenché, bon des termes qui sont peut-être pas nécessaires, mais enfin je sais que les jeunes les connaissent déjà. Puis ensuite on parle de relations sexuelle et puis là on vire assez rapidement dans ce que j'appelle de la pornographie, de par les termes que j'avoue moi-même je ne connaissais pas certains termes ou je m'y intéressais peu. Donc là je me suis dit comment se fait-il que ça mon jeune ait ça dans son sac alors que moi-même je veux dire je n'ai jamais eu à être instruite à ce sujet-là. Et puis au fur et à mesure donc encore là les mots très crus, de plus en plus crus, des définitions de chaque position sexuelle jusqu'à aboutir après de nouveau un petit passage vers un rappel des maladies sexuellement transmissibles, pardon, parce que les maladies sexuellement transmissibles, c'est vraiment le fil conducteur du livret. Et finalement, ce sujet-là n'est pas discutable. C'est tout à fait, ça fait partie de c'est des préoccupations sanitaires du gouvernement, des choses qui doivent être instruites en tout cas enseigner aux enfants. Les enfants, les jeunes doivent être informés de ça. Donc ça n'est pas inquiétant, mais c'est ce qui tourne autour de ça. Donc le fil conducteur revient sur, après toutes ces positions sexuelles, je pense, assez choquantes et sidérantes, on revient aux maladies sexuellement transmissibles pour finalement ensuite aborder le sujet des drogues, l'usage de drogue pendant l'acte sexuel, avec des noms très explicites. Encore une fois, que j'ignorais des noms de drogue, des noms de matériel qu'on peut utiliser pour se droguer, s'injecter, utilisation usage de sang, en tout cas, écoutez, des choses totalement aberrantes. Là, d'abord, j'ai été sidérée. Là, Ouais. j'ai été sidérée par la situation. Ce moment, on est sous le choc et puis on ne sait pas comment réagir. Là. Ouais. On comprend tout à fait, mais juste d'entrée de Oui. jeu, le document dit que c'est du matériel qui est pour adultes. On fait déjà l'appellation ou la nomenclature que ce matériel-là est un matériel destiné pour un public adulte. Oui, alors c'est écrit en tout petit, c'est-à-dire qu'au début on a la sidération et puis ensuite on cherche à comprendre. Donc on regarde les petits caractères, comme vous savez dans les documents d'assurance, là les petits Mhm. caractères qu'on voit jamais, qu'on ne prend pas le temps de lire. Puis là on a beaucoup d'informations à ces endroits. Donc effectivement, support réservé à un public adulte. Et puis on a tous les intervenants
qui ont gravité autour de la création de ce pamphlet. Et là, on comprend, quand on fait des recherches ou quand on est un tant soit peu informé, on a donc Action Canada, qui s'est marqué explicitement dans le pamphlet que c'est un organisme militant, progressiste, qui agit pour les droits sexuels. On a le planning familial qui, on le sait, est intervenu dans les standards donc de l'éducation à la sexualité qui ont été édités par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2010. On a ensuite, donc comme je disais, le CIECAN, qui est le Sex Information and Education Council of Canada, CIECAN, qui est donc relié au CIECUS, Ouais. donc l'équivalent aux États-Unis, qui lui-même en fait est en lien également. On a vraiment là, on va dire un réseau, une toile d'araignée qui fait comprendre qu'il y a une orientation là-dedans très militante de propagande à l'égard des jeunes. Ouais. Moi, je veux juste attirer l'attention parce que, juste pour donner, parce qu'on rappellera que c'est adressé à un public adulte, c'est décrit en petits caractères dans le document. Votre enfant a quel âge? Il avait 13 ans. Donc, il avait 13 ans. Donc ouais. moi, je veux juste attirer l'attention parce que, juste pour donner des exemples de termes crus qu'on retrouve dans le document, parce que pour des parents, si on ne donne pas les exemples, ils vont avoir de la misère à peut-être identifier. Mais on parle de recevoir un cunilingus, on parle de faire un cunilingus, on parle de faire une fellation, recevoir une fellation dans le document, on parle d'aller faire et recevoir un anulingus, rien de moins. Pénétration pénis-vagin, on rappelle que c'est un public qui est mineur, qui a 12-13 ans, secondaire, et on parle de partage de jouets sexuels dans le document. Il y a une phrase qui dit « Certaines personnes utilisent des drogues pendant le sexe. Les drogues peuvent rehausser le plaisir sexuel, mais elles tendent aussi à réduire les inhibitions de sorte qu'il est plus facile de faire des choix que l'on ne ferait pas habituellement. » Donc, le document est assez explicite pour un public qui est mineur, qui à 12-13 ans, ne devrait pas être mis à l'affût de toutes ces terminologies-là. C'est un public mineur, je rappellerai. Donc, vous, Élodie, pensez-vous que la direction scolaire vous aurait pris davantage au sérieux quand vous êtes allé les voir si vous n'aviez pas pris soin d'enregistrer discrètement votre rencontre au préalable? Je pense que effectivement l'enregistrement a été discret. Je le garde donc ce sera à mon seul usage personnel. C'est aussi pour me protéger que je l'ai enregistré en cas de suites éventuelles qui pourraient être données. Je pense pas que la direction ça n'a pas eu d'incidence puisqu'effectivement ça a été fait discrètement. Je pense que la direction aurait pris les choses plus à la légère. Et elle l'a pris au début parce qu'elle n'avait pas pris connaissance de ce livret. C'est-à-dire que ça a été distribué durant le cours de sciences par une infirmière du CIUS, une intervenante donc externe, à la discrétion des jeunes. C'est-à-dire que c'était vraiment les volontaires qui souhaitaient donc récupérer le petit livret à la fin du cours, qui pouvaient le prendre. Donc, il y a très peu de jeunes finalement qui l'ont pris, mais ça se peut que ça ait été distribué dans d'autres écoles, dans d'autres classes aussi. Tout ça pour dire que la direction n'était pas informée de ça parce que ce que je comprends, c'est que les professeurs le font, donc appliquent ce programme CCQ, on va dire, prennent l'initiative et n'ont pas forcément à rendre compte de ce qui va être, et ne le sont peut-être même pas eux informés du contenu qui va être distribué aux jeunes durant l'intervention d'une personne qui vient de l'extérieur, une association militante ou bien une personne médicale comme cette infirmière du CIUS. Oui. En tant que mère récemment arrivée au Québec, est-ce que cette expérience a changé votre perception du système scolaire québécois et de la place qui est faite aux parents dans ce système? Oui, effectivement. D'ailleurs, la directrice s'inquiétait de la confiance que j'allais porter à partir de ce moment, à partir de notre réunion, envers son établissement et envers la qualité de l'enseignement qui allait être dispensé. Et puis elle m'a questionnée, elle m'a dit, avez-vous encore confiance en nous? Alors je lui ai répondu, j'ai confiance en vous, Madame la directrice, parce que je pense que individuellement, vous êtes capable de
Là, il y a eu comme un raté. Vous n'avez pas pu prendre connaissance vous n'avez pas le temps, c'est vrai, de prendre connaissance des choses qui sont distribuées aux jeunes dans le cadre de ce cours, mais je pense que vous êtes capable de le faire à l'avenir, d'être un peu plus vigilante, et vous allez pouvoir être une sorte de mur, de filtre finalement, en tant que responsable de votre établissement, c'est votre responsabilité de savoir qu'est-ce qui entre les murs de votre établissement. Et j'ai confiance en vous sur le fait que vous allez être plus vigilante à l'avenir et vous allez faire attention parce que il y a une vraie idéologie qui est implantée et elle est dangereuse. C'est ça que j'ai dit à la directrice. Mm. Cependant, je vous confirme, c'est ce que je lui ai dit, je vous confirme que je n'ai plus confiance dans le système scolaire en tant que tel. Vous avez été témoin, Élodie, il y a comme eu justification de l'établissement scolaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque l'école a justifié cet incident en invoquant l'exposition des enfants aux réseaux sociaux? C'est une façon justement, de se déresponsabiliser en disant Tout à votre fait. fils, tôt ou tard, aurait été exposé. Et d'ailleurs, je me suis même entendu dire, il a sûrement déjà été exposé à ce Mm. type de choses-là. Mais comme je lui ai répondu, ça c'est ma responsabilité. Si mon fils est exposé à ça, ce sera ma faute à moi. Mais en attendant, au sein de l'école qui doit être une espèce de dôme, de protection des enfants. On vous confie ce qu'on a de plus cher au monde. Ça n'est pas acceptable que cette idéologie ait passé les portes de votre école et je vous tiens pour responsable. Absolument. Elle a dit pourquoi c'est si difficile aujourd'hui pour un parent d'obtenir des explications claires et et faire respecter ses droits, selon vous? Hmm. Euh, C'est-à-dire d'obtenir des explications par rapport à la direction, par Oui. rapport à, vous l'avez dit? Oui, oui, parce que les parents sont tenus à l'écart de ce projet-là. Ils ne savent même pas quand est-ce que le cours va être enseigné. On tient pas le parent, on tient le parent à l'écart. Donc, le parent se retrouve au courant et inévitablement de la manière dont vous l'avez été souvent, plutôt que d'être mis au courant en amont pour pouvoir réagir et prendre des précautions par rapport à ce qui va être enseigné à son enfant. Oui. Ben, c'est une volonté, je pense, de retirer l'autorité parentale à certains égards, hein. Cette autorité qui nous est, on va dire, induite dans les différents droits constitutionnels, qui est clairement établie. Mais là, c'est vraiment une volonté de couper le jeune, finalement, d'attaquer la société à la base, c'est-à-dire au niveau de l'enfance, de la jeunesse. Un jeune est malléable, il n'a pas le développement psycho-affectif mature. Je rappelle que, et comme j'ai dit à la directrice, le développement psycho-affectif est totalement développé à 25 ans. Donc, à ces âges-là, il est plus ou moins capable, dépendamment de l'âge auquel il est exposé, auquel le jeune est exposé, il est plus ou moins capable de prendre de la distance par rapport à ce qui lui est enseigné. L'adulte qui intervient, l'intervenant extérieur, ou peu importe, le professeur, a une position d'autorité sur le jeune. Donc, effectivement, là, c'est l'idée qu'on veut induire que finalement l'individualisme et comment dire générer euh, j- 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 nuire à l'individualité de l'enfant, c'est beaucoup plus facile que à l'égard d'adultes. Donc, on va chercher ça. Et puis, évidemment, les parents qui sont, on va dire, le noyau protecteur, évidemment, ça varie en fonction des familles. Des fois, il y a des familles qui sont au contraire, disons, qui nuisent au développement de l'enfant, et ça, c'est bien fâcheux. Mais de manière générale, le noyau protecteur d'un enfant, c'est sa famille. Donc, si la famille n'est pas informée, c'est beaucoup plus facile de le faire et de pouvoir, de pouvoir l'utiliser, en tout cas le plier comme de la pâte à modeler et puis l'orienter vers de nouvelles idées, de nouvelles consciences, de nouvelles... Ouais.
j'ai diffusé les images de ce pamphlet, puis j'ai demandé l'avis des parents. Et écoutez, il y a personne qui m'a soutenue. J'ai eu quelques retours et en gros, c'était faut vivre avec son temps, là, madame, vous êtes vraiment rétrograde, là. Wow. C'est l'avenir de nos enfants, là. C'était vraiment ça, là. C'est effrayant, en fait. Rapidement, est-ce que vous avez envisagé un recours officiel ou une plainte plus formelle face à ce que vous considérez comme une exposition inacceptable de votre enfant? Non, parce que c'est la première chose que la direction m'a demandé au moment de notre entrevue. Elle s'est donc d'abord excusée une fois qu'elle a pris connaissance du contenu du livret. Et puis, bon, elle s'est engagée à intervenir auprès de la personne responsable de cette distribution, mais en échange, elle m'a demandé de ne pas entamer d'autres poursuites. Oui. Et elle souhaitait que je m'engage verbalement à cela, donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, bon, pour autant que vous soyez informés et que je vous fasse confiance à l'avenir sur ce qui va être ce à quoi les enfants vont être exposés au sein de votre établissement, je vais en rester là, à ce niveau. En 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous écoutent ou quel message souhaitez-vous véhiculer ou adresser aux parents qui nous écoutent ce soir par rapport à ce que vous avez vécu puis ce cours-là d'éducation à la sexualité enseigné dans le cadre du cours CCQ dans nos écoles? Je leur dirais de faire attention, d'être vigilants. Ils sont les seules personnes capables de protéger leurs jeunes. Leur jeune est un être sensible, un être encore en formation, fragile, et tout n'est pas bon de ce qui vient on va dire, des institutions gouvernementales. Il faut absolument réfléchir, se renseigner. Je pense qu'on a assez de contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour, on va dire, réfléchir. Ça, c'est, comme on dit, ça n'est pas du complotisme que de réfléchir et de se poser la question, est-ce que ce qui m'est donné comme information dans les grands médias est vraiment la meilleure information, la plus ajustée? Est-ce que c'est comme tout, il faut remettre en question les choses. C'est très important de nos jours. On l'a vu avec tout un tas de situations qu'on a vécues depuis 5 ans. Tout n'est pas bon à prendre, hein. Et vous seul pouvez protéger votre enfant. Et la jeunesse, c'est l'avenir de nos sociétés. Une société, c'est une citation, je ne saurais pas de qui, mais une société qui ne prend pas soin de sa jeunesse est une société qui est en perdition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Élodie. C'est grandement apprécié. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci beaucoup, Jean-François. On vient d'entendre le témoignage d'Élodie qui était avec nous hier lors de cet enregistrement-là. Jean-Léon, pendant qu'on diffusait cet enregistrement-là qu'on vient de voir, j'ai vu certains commentaires. Vraisemblablement, Jean-François et la dame n'ont pas lu l'intégralité du cours d'éducation à la sexualité qui est enseigné dans nos écoles. Est-ce qu'elle exagère ou vous avez des enfants, vous avez été exposé à ça? Est-ce qu'elle exagère ou c'est vraiment le contenu qu'on retrouve dans le cours d'éducation à la sexualité, la promotion de l'identité de genre, les gangbangs? Est-ce que c'est une réalité? Non, c'est tout à fait réel. Il faut dire qu'à partir du moment où le professeur respecte le discours normatif donné par le gouvernement, il y a une entière liberté d'ajouter ce qu'il veut, d'inviter qui il veut et de raconter un peu n'importe quoi. On a un grave problème avec j'en parlais un peu quand on parlait des sexologues, de ce qui est enseigné et du manque de préparation. Je m'excuse de dire ça, mais lorsqu'on regarde le contenu qui est enseigné, on constate que les gens qui ont accepté d'enseigner ça n'ont pas le discernement et le jugement nécessaire pour parler à nos enfants. La formation à la responsabilité est complètement inexistante dans tout le cours d'éducation sexuelle. Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. On parle de consentement, on insiste sur le fait qu'on doit obtenir le consentement de l'autre. Ça, c'est une notion qui fait l'affaire des prédateurs qui vont le protéger en cours. Mais la protection de l'enfant n'est pas là. On peut obtenir le consentement de quelqu'un pour lui faire mal. Et c'est ce qu'on fait avec les enfants. On leur enseigne à consentir ou à obtenir le consentement de l'autre pour des choses qui vont faire mal aux enfants. Ils ne sont pas à un âge d'avoir
des comportements sexuels. Ils n'ont pas la maturité pour vivre le don de soi. Ils ne savent pas ce qu'implique le don corporel de soi et de vivre certaines pratiques qui sont présentées là. Ils ne sont pas conscients des conséquences que ça va avoir dans leur vie. Et c'est ce qu'on donne aux enfants et c'est ce que des personnes adultes viennent présenter dans les cours. Il y a des gens, on va dire, encore une fois, que c'est complotiste, mais pour enseigner ça, les gens utilisent un terme anglais, je crois c'est grooming ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a des enfants, on a des témoignages d'enfants, qui présentent les enfants comme quoi ils ont accès à la pornographie, au cellulaire. C'est une partie des enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont capables de protéger leurs enfants et si on veut, on est capable de les protéger. C'est notre rôle de protéger les enfants. On est capable de prendre les mesures pour les protéger. Absolument. Quand on prend cet argument-là qui est fallacieux, qui n'a aucune valeur, c'est qu'en fait, on veut présenter de la pornographie aux enfants. Puis la réaction des enfants, de beaucoup d'enfants, c'est d'être choqués parce qu'ils n'avaient jamais imaginé ce qu'on leur a présenté en classe. Ouais. Et ça, c'est un scandale. On attaque directement l'innocence des enfants. On fait que les enfants perdent leur innocence et sont confrontés à des réalités que même des adultes ne sont pas obligés de vivre et de voir. Comment, par exemple, Jean-Léon, Ensemble pour protéger nos enfants, accompagne-t-il concrètement les parents inquiets face au contenu du cours CCQ? Les deux associations, on va rencontrer les directions d'école avec eux, premièrement. On constate que les directions d'école qui sont rébarbatives comptent sur l'ignorance des parents, beaucoup, pour leur faire peur. Alors nous, on y va, on dit aux parents, allez toujours avec des témoins. Vous pouvez enregistrer la conversation, il n'y a pas de problème, il y en a qui le font. Même des fois, allez-y avec votre avocat, si vous le pouvez. Puis on les accompagne de cette façon-là, on leur propose d'autres solutions. Bien sûr, l'école à la maison en est une. On leur fait prendre conscience des écoles où il y a des bons directeurs d'école, des professeurs qui sont conscients que ce qui est enseigné n'a pas de bon sens. Alors, on leur donne tous les outils qui peuvent les aider à protéger leur enfant tout de suite concrètement. Il y a d'autres solutions. Et bien sûr, il y a des parents qui vont partir tout simplement dans d'autres provinces ou s'approcher d'Ontario pour avoir la liberté éducative qu'on n'a pas ici au Québec. Alors, il existe plusieurs solutions, dont l'école à la maison. On leur propose tout ça, on voit avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger. On les accompagne toujours. Quand ils vont à la direction d'école, on est là. On dit aux gens, appelez-nous, on est là pour vous aider. Puis on va continuer les manifestations parce on pense qu'on met de la pression de cette façon-là. Parce que pour nous, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'était le moyen le plus efficace pour essayer, de faire parler de nous dans les médias, tous les médias de masse, et aussi pour faire bouger le gouvernement. J'aurais une petite citation que j'aimerais lire d'un pasteur, le Martin Niemöller. C'est une citation connue, mais je pense qu'elle s'applique très bien. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de parents qui protègent leurs enfants personnellement. Et une fois que leurs enfants sont protégés, ils se disent, bon, tout va bien, mes enfants sont protégés, je ne m'occupe pas du reste, je ne m'occupe pas de politique, je ne m'occupe pas de ces questions-là. Je les invite à réfléchir à cette citation-là. Alors, le pasteur disait, « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. » Dans une société où l'on prétend libérer l'enfant en le coupant de ses repères biologiques, familiaux et spirituels, c'est en réalité une prison invisible qu'on construit, faite de confusion, d'isolement et d'idéologie. Nous vivons une époque où le mal avance masqué, travesti en bien. Ce qui hier choquait est aujourd'hui banalisé. Ce qui était un droit des parents est devenu un privilège facultatif.